Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité de ce 31 janvier, l'ouverture de la première session ordinaire du Sénat ivoirien pour 2024, avec un discours d'orientation qui a livré les chantiers de l'année, parmi lesquels le code électoral ou encore celui de la nationalité. Des populations dans le désarroi à Yopougon à la suite de déguerpissements, on fera le point de la situation dans ce journal. Et un autre point que nous ferons, ce sera celui de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes désormais au stade des quarts de finale. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Chambre haute du Parlement ivoirien a ouvert sa première session de l'année 2024. Le Sénat examinera plusieurs projets de loi, dont ceux relatifs au code électoral et au code de la nationalité. Salif Yalekwe, Sylvanus Gay. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Première session ordinaire de l'année 2024 du Sénat, la Chambre haute du Parlement ivoirien, 7 jours après celle de l'Assemblée nationale tenue le 24 janvier dernier, conformément à la loi. Après l'appel nominal, 93 sénateurs présents sur 99 que compte le Sénat. Plusieurs présidents d'institutions dont Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, et le haut représentant du président de la République ont pris part à la cérémonie. Dans son discours d'ouverture, la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, a décliné les objectifs de l'institution pour l'année 2024. Nous aurons à examiner dans les prochaines semaines 6 projets de loi déjà enregistrés sur le bureau de notre institution, notamment ceux ayant trait au code électoral et au code de la nationalité. À l'instar des sessions précédentes, un intérêt tout particulier sera porté à la qualité de la loi. Au titre de sa mission de représentation des collectivités territoriales, le Sénat entend poursuivre son plaidoyer auprès du gouvernement en vue de l'amélioration de la politique de décentralisation dans notre pays. Au titre de la représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, un accent particulier sera mis au cours de cette année parlementaire 2024 sur cette mission. Kandia Camara a par ailleurs engagé les membres de son institution à être plus aux côtés des collectivités territoriales. Le Sénat ivoirien mettra également un accent particulier sur la diaspora ivoirienne avec l'organisation d'un cadre de concertation au cours de cette année. Actualité oblige, la présidente de l'institution s'est également félicitée de la qualification des éléphants pour les quarts de finale de la CAN 2023 en les encourageant à aller plus loin. Un discours d'ouverture de session apprécié par les sénateurs et les présidents d'institutions présents dans la capitale politique ivoirienne. Les orientations qu'elle a données vont dans le sens des orientations données par le président de la République. Et nous, en tant qu'institution, venant d'une haute institution de la République, nous ne pouvons que la soutenir. Il y a déjà 6 projets de loi qui nous attendent sur son bureau. Nous sommes là, nous sommes revenus pour le travail. Le Sénat entame cette session avec l'entrée de 2 nouveaux sénateurs du Guémont qui rejoignent l'institution à l'issue des élections sénatoriales partielles organisées le 23 décembre dernier dans la région. Les populations du quartier Jesco, dans la commune de Yopougon, font face depuis la semaine dernière à une opération de déguerpissement qui plonge plusieurs familles dans l'incompréhension et le désarroi. Alertées, les autorités municipales sont montées au créneau pour tenter d'apporter leur soutien aux victimes de cette opération. Qui est à l'initiative de ce projet et quel en est l'objectif? Les populations et les autorités municipales ont-elles été prévenues? Quelles mesures d'accompagnement pour les impactés? On en sait plus dans ce reportage de Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedou. Des maisons éventrées, des populations à la rue et des opérateurs économiques désemparés. C'est le spectacle qu'offre ce sous-quartier de Yopougon, situé à la sortie nord d'Abidjan. Fatou Ouattara, étudiante, n'a pas eu le temps de sauver ses diplômes et autres objets précieux qu'elle gardait dans ce qui était jusque-là sa maison familiale, à proximité de la brigade de gendarmerie de Jesco. Je devais passer un concours, ils m'ont dit qu'ils ont besoin de mon BPC. Donc hier, je viens dans la cour, ils sont chercher le diplôme. Il y a un monsieur qui me dit, son tonton doit casser. Mais tonton casser comment? Il a cassé la cour là. Donc je couche, je vais appeler mon tonton. En venant, il va trouver qu'ils ont cassé la couche. Depuis, ils essaient de chercher mon diplôme, rien. On n'a plus rien enlevé. Alexia habite ce quartier depuis une douzaine d'années. En quelques heures, toute sa famille s'est retrouvée à la rue. Une situation désagréable, partagée par plusieurs habitants et propriétaires de maisons de ce quartier, qui ne savent aujourd'hui à quel saint se vouer. Sans avoir averti quelqu'un, on ne peut pas le mettre dehors. À tout le monde ne sait pas où aller.
Nos maisons étaient cassées, les enfants vont à l'école. Ils vont se laver où pour aller à l'école? Ça nous fait mal, on a très mal. On a très mal. Pour chercher quelqu'un étudiant, mon frère, ici à la place, j'ai bien de ça. Mais tu te demandes à la personne, mais tu n'as pas te demander quelqu'un. Tu viens, tu prends tu fais ce que tu veux. Pas plus que ce boulanger, qui a tout perdu en un clin d'œil. Ces 7 employés et lui se retrouvent sans source de revenus et sans logement pour certains. À 8h45, ils sont arrivés, ils m'ont trouvé, j'étais assis avec mes travailleurs. Ils m'ont demandé qui est le responsable. J'ai dit c'est moi. Ils disent bon, tu as 30 minutes pour faire sortir tes machines. J'ai dit mais c'est une boulangerie. Le four en marche, une température de 380 degrés Celsius, en 30 minutes on ne peut pas faire sortir le four. Donnez-moi au moins 2 jours, 3 jours. Il dit tu as 30 minutes, ça dépasse les 30 minutes, on casse. À notre grande surprise, ils sont rentrés, ils ont commencé à casser. La cité Les Jardins d'Éden, dont les maisons ont été livrées aux propriétaires depuis 1998, n'a pas échappé à cette opération de démolition. Ce couple à la retraite vient de perdre le fruit du travail de toute une vie. Vous voyez les modèles de maisons, là, c'est une opération immobilière des Jardins d'Éden. Mais quand on fait un investissement qui est brûlé de cette manière-là, les conséquences sont immédiates. Hein. C'est un manque à gagner, les enfants sont là, c'est la retraite, tout bon. C'est ce que ça peut donner. C'est sur ça on comptait. Quand on prend le loyer comme ça, on va payer les médicaments et les petites dépenses, puisque monsieur ne va plus au travail. Il est à la retraite maintenant. Selon les témoignages recueillis sur place, cette opération aurait été initiée par le district autonome d'Abidjan. Les leaders communautaires et autres responsables de syndicats de propriétaires dénoncent le déficit de communication et la non prise en compte de leurs intérêts. Quand ils cassent, quand tu présentes tes papiers, ils disent nous on ne fait rien les papiers. En temps, c'est des terrains approuvés par l'État. On n'est pas contre le développement, mais un peu de respect pour notre dignité. Nous, on est organisé en syndicat, on aurait pu avoir une correspondance, ou bien une mise en demeure, ou bien une croix sur nos maisons. Rien de tout ça. On doit nous dédommager. Alerté par les populations en détresse, le premier magistrat de la commune de Yopougon est monté au créneau pour défendre ses administrés et proposer des solutions d'urgence à leurs problèmes. Je vais prendre un arrêté dès cet instant. Je vais réquisitionner la gendarmerie et la police municipale à l'effet de protéger tous les quartiers qui sont concernés. Ceux qui ont les ACD. Maître Dago, qui est un des agents au maire, je vais vous commettre de saisir le Conseil d'État pour que le district, au regard des ACD, dédommage ceux dont les maisons ont été détruites. On va voir comment on apporte un appui aux familles qui sont dehors en ce moment. Au moment où nous quittions les lieux, le recensement des victimes demandé par le maire était déjà en cours. L'opération de déguerpissement, elle, est à l'arrêt jusqu'à ce jour, selon les populations. Sollicité par nos soins pour essayer de comprendre les motivations de cette opération et le mode opératoire, le district autonome d'Abidjan n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. En attendant, plusieurs questions restent sans réponse. Aussi, des centaines de populations demeurent sans abri à Jesco et espèrent très vite des solutions concrètes à leur situation. Est signé en 2022 le deuxième protocole d'accord portant trêve sociale, peine à être intégralement appliqué par les partenaires sociaux du gouvernement. Face à cette posture qui s'écarte de l'objectif du maintien d'un milieu professionnel apaisé, les parties prenantes, à l'initiative du ministère d'État, ministère de la fonction publique, se sont réunies ce mercredi 31 janvier 2024 à l'ENA, une rencontre dédiée au bilan partiel des acquis et des modalités d'application de l'accord qui coince avec les mots d'ordre de grève déclenchés par des acteurs syndicaux signataires. Reportage de Thiemé Dandier et Fulgence Kissidou. 2022, acteurs syndicaux et pouvoirs publics signent le deuxième accord portant trêve sociale pour une autre période de 5 ans. Moins de 2 ans après, l'épée de la grève dans des administrations publiques, dans les hôpitaux, plane toujours sur la tête du gouvernement. Un constat qui convoque des retrouvailles des parties prenantes. Au cœur de la nouvelle rencontre participative, le bilan des acquis et implications du protocole d'accord portant trêve sociale. En première ligne, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, décline enjeux et attentes. Il nous faut impérativement définir les modalités de respect de ce nouvel accord portant trêve sociale 2022-2027
par toutes les parties prenantes. Ce séminaire est donc une opportunité pour renforcer notre collaboration et faire en sorte que la trêve sociale demeure un pilier solide de l'efficacité et de la performance de notre administration. Mis au banc des accusés, les acteurs syndicaux saluent une tribune dédiée à permettre de lever les obstacles sur la route du respect des engagements pris. C'est vrai qu'on a pris de nouvelles infrastructures, mais en ce qui concerne les ressources humaines, rien n'est fait jusque-là. Et nous estimons que sans ressources humaines motivées, nous ne pourrons pas véritablement atteindre les résultats que nous espérons pour la Côte d'Ivoire, donc d'en faire le hub de la santé dans notre sous-région. Et nous avons voulu rappeler cela à nos dirigeants. Et nous pensons qu'ils nous ont bien compris. Et ensemble, nous allons trouver la solution idoine pour que l'économie de notre pays ne prenne pas un coup à cause des actions qu'on pourrait mener ça et là. Nous sommes vraiment déterminés à apporter le meilleur de nous-mêmes en réflexion, en énergie et en approche compétitive pour que la trêve sociale, effectivement, demeure et devienne, par le dialogue social, un environnement très favorable, très propice à la Côte d'Ivoire qui se développe. Nous venons évaluer déjà ce que nous avons obtenu, dire merci à ceux qui ont donné, naturellement au président de la République, soutenu par le ministère d'État de la fonction publique et de la modernisation. Ensuite, parfaire, parce que toute œuvre humaine n'est pas parfaite, il faut parfaire ce qui existe et puis envisager l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme. La première journée de ce cadre d'échange a été meublée de communication, dont celle du directeur général de la fonction publique et du porte-parole du G8, groupe des 8 signataires de la trêve sociale. À l'occasion des matinales tenues chaque début d'année, l'Ordre des experts comptables, réuni ce 31 janvier à Cocody, s'est vu présenter l'annexe fiscale 2024 à laquelle ces hommes des finances vont devoir s'acclimater. Nadia Eja, Chèque Bleu. Entrée en vigueur le 6 janvier dernier, l'annexe fiscale 2024 comporte 32 mesures. Au nombre des réformes cette année, celle sur le secteur du transport, qui va être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Des mesures assez intéressantes à la fois pour l'État comme pour les contribuables. La plus importante d'entre elles me paraît être la mesure sur le transport public des biens et des marchandises, qui est maintenant passée de TVA, contrairement par le passé, c'est 18% d'augmentation. Il faut se tenir compte aussi des 4% qui vont s'appliquer aux tarifs sur les VTC, là-dessus aussi. Et aussi, il faut se tenir compte aussi de la radiation hypothécaire de 1,2% que l'État a voulu ramener à 0,6% cette année et exonéré à partir de 2025. Pour l'Ordre des experts comptables, la bonne compréhension de l'annexe fiscale est indispensable à l'exécution parfaite de la mission de ses membres. L'annexe fiscale est un de nos outils de travail. Donc cette première matinale a pour objectif de présenter aux professionnels les nouvelles dispositions fiscales pour leur permettre de faire le relais à leurs clients et tout ça pour entretenir le suivi fiscal, être un interlocuteur de choix entre la DGI et les contribuables pour améliorer la collecte des impôts, mais également améliorer la prise de connaissance de nouveaux dispositifs fiscaux par les contribuables. Cette présentation de l'annexe fiscale aux experts comptables a été doublée de la cérémonie de présentation des nouveaux membres de l'Ordre. Ils sont 25 à avoir rejoint l'organisation cette année. Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 se joueront vendredi et samedi prochain. Le Sénégal et le Maroc, les grands favoris de la compétition, sont tombés au stade des huitièmes de finale, laissant le tableau plus que jamais ouvert avec des affiches inédites. Mardoché Kouassi. Les huitièmes de finale de la CAN 2023, qui se déroulent en terre ivoirienne, ont livré leur verdict. Plusieurs grands noms du football africain ont plié bagage à ce stade de la compétition. Le Cameroun, vainqueur de la compétition en 2017 et demi-finaliste de l'édition 2021, a été éliminé par le Nigeria de Victor Osimhen. L'Égypte, couronnée à 7 reprises, a été également sortie de la compétition par la République démocratique du Congo. Les Équato-Guinéens, brillants au premier tour, ont été freinés par la Guinée. La Côte d'Ivoire, miraculée du premier tour et dernier meilleur troisième, a sorti le Sénégal, champion en titre. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, est également passé à la trappe face aux Sud-Africains qui se sont imposés 2-0.
Dans des rencontres relativement équilibrées, l'Angola s'est imposé face à la Namibie, quand le Mali venait à bout de son voisin burkinabé. Le tableau des quarts de finale nous offre donc vendredi prochain les affiches Nigeria-Angola à 17h et RDC-Guinée à 20h. Le lendemain, samedi, la Côte d'Ivoire affronte le Mali à 17h, alors que le Cap-Vert croise le fer avec l'Afrique du Sud. Et on vous le disait, les Lions de l'Atlas sont tombés face au Bafana Bafana ce mardi. Nos équipes étaient avec les supporters marocains, grands animateurs de cette CAN. Dans la rue et les espaces de diffusion du match, c'était l'ambiance, une ambiance douchée par les résultats de la soirée. Les détails avec Bénédicte Siluet et Bobby Philémon. Des yeux larmoyants, des visages désemparés, c'est le spectacle auquel on a assisté hier après l'élimination des Lions de l'Atlas du Maroc par les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Et pourtant, avant le match, les supporters marocains étaient confiants. Sharaf Touala Bala de Peya, Maroc toujours. Inch'Allah, 2-0. 2-1 pour le Maroc. On va les bombarder. Maroc et la Côte d'Ivoire, c'est devenu une famille. Dans les premières minutes du match, des supporters marocains ont attendu en vain une éventuelle ouverture du score par les Lions de l'Atlas. Je crois au deuxième mi-temps, on va avoir un visage différent. Surtout, je crois, d'ici 20-25 minutes, à la 70e minute, 75 minutes, il y aura du changement pour donner de sang frais. C'est vrai que les premières mi-temps, ce n'était pas assez facile. Surtout qu'il y a l'absence de deux éléments qui sont vraiment importants dans l'équipe. Mais on a confiance aux autres joueurs. Deuxième mi-temps, c'est plutôt l'équipe sud-africaine qui ouvre le score. L'inquiétude se lisait sur les visages, jusqu'au brin d'espoir suscité par un pénalty. Rêve brisé, le pénalty a été raté. C'est sous les regards impuissants des supporters que les Lions de l'Atlas encaissent leur deuxième but en fin de partie. Les supporters sont peinés après cette défaite inattendue. Je suis trop fâché. C'est une compétition, il y a toujours un perdant, un gagnant. L'essentiel, c'est que notre deuxième pays est là. On va gagner. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Maroc. On est en famille. Nous sommes vraiment dessus. Nous, les Marocains, on est vraiment dessus. Mais malgré tout ça, on reste derrière Côte d'Ivoire. On va supporter les éléphants. On continue voir les éléphants. Gagner un couple là, c'est pour nous, ça reste chez nous. C'est la magie du football. Il y a toujours un perdant, il y a toujours un gagnant. Il faut être fair play, c'est comme ça. Et bonne chance à l'Afrique du Sud. Et bien sûr, bonne chance à la Côte d'Ivoire parce que maintenant, on supporte la Côte d'Ivoire. Le niveau du jeu actuellement qu'ils ont eu aujourd'hui, on n'a rien compris parce que c'est pas le niveau technique, c'est pas l'entente qu'on a l'habitude de voir entre les joueurs. Aujourd'hui, on avait l'impression que Hakimi, il n'était pas là. La défaite du Maroc marque le départ de tous les Lions de cette Coupe d'Afrique des Nations qui n'arrêtent pas de surprendre le monde du football. Quant aux vainqueurs de ce duel, ils affronteront les requins bleus ce samedi au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Des quarts de finale que vous pourrez donc suivre sur les antennes de NCI, diffuseur officiel de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Petrosi Holding continue d'exprimer son esprit citoyen à travers un don d'environ 40 millions de francs CFA en matériel d'information pour des écoles et de construction pour des édifices religieux. Moussa Nikiema. Du matériel informatique pour des écoles et du matériel de construction pour des mosquées. Le tout pour environ 40 millions de francs CFA. C'est le don de Petrosi Holding, après sa sollicitation pour des différentes entités de la communauté. L'entreprise veut, à travers ses dons, exprimer son esprit civique. Il s'agit pour les lycées, pour les écoles de matériel didactique, mais surtout de matériel informatique. Et c'est un peu la même chose aussi pour nos frères des confessions religieuses qui ont reçu des tonnes de ciment pour parfaire l'achèvement de leur mosquée. C'est réaffirmer l'esprit citoyen de Petrosi. C'est une entreprise citoyenne qui est donc au service de toute la Côte d'Ivoire. Nous, comme je l'ai dit, nous recevons beaucoup de sollicitations, mais quand les moyens et quand Dieu permet, nous essayons de satisfaire à celles que nous recevons. Les récipiendaires ont exprimé leur joie de recevoir cet important don de matériel. Recevoir un don, cette capacité-là, on ne peut que dire merci à Madame la directrice et lui faire des bénédictions afin que vraiment le travail se prospère
par ma voix, je dis merci à Madame la directrice, au nom de toutes ces mosquées, Inch'Allah. Nos établissements sont des nouveaux établissements qui viennent d'ouvrir, qui ont vraiment un besoin criant en matière informatique, en matière d'outils didactiques de façon générale. Et aujourd'hui, ce don-là vient vraiment répondre à cette préoccupation. C'est une joie pour nous de recevoir cet outil informatique qui me permettront à nos enfants de faire des cours pratiques et par là même améliorer les qualités de l'enseignement. Selon Ahmed Meïté, Petrosi Holding se veut être une entreprise citoyenne, proche de la communauté. À travers ses dons, l'entreprise souhaite participer à l'épanouissement des différents récipiendaires. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité et passez une agréable soirée sur NCI.